monde. On va parler d'un autre sujet, je pense que NCP reviendra un peu plus tard. Moi, je vais vous montrer Lovable, qui est un outil qui se base évidemment sur l'IA générative et qui peut servir à tout un chacun pour créer des applications. Alors, je sais qu'il y a des impatients, donc des fois que vous vouliez tout de suite vous connecter sur Lovable, je vous ai mis un lien ici, mais je vais vous donner d'autres liens après. C'est juste lovable.dev sinon. Et je vais juste dire un mot sur moi. Moi, ma plus grosse expérience, c'est Zenpark, qui est une startup que j'ai cofondée et pour laquelle j'ai été CTO ou CTPO pendant 11 ans. Et par la suite, sur la base de mon expérience, je suis redevenu indépendant, j'y avais déjà été, et j'ai fait pas mal de conseils et d'assistance technique, avant de rejoindre Alsiconi, qui est une société à Saint-Malo, dans le domaine de la gestion de crise. Et depuis février, je suis développeur chez Fabric, qui est une start-up qui fait des solutions logicielles pour l'industrie. Pourquoi je suis présent ici? C'est parce que, bon, déjà j'ai une formation en informatique avec une spécialisation en IA, mais pour être honnête, j'ai pas retouché depuis que je suis sorti de l'école. Et il n'y a que depuis, qu'à la fin de l'année dernière, où avec toute l'émulsion qu'il y avait autour de l'IA, où je me suis repenché sur le sujet, mais en tant qu'utilisateur plutôt. Et donc j'ai passé un petit peu de temps, comme entre deux boulots j'avais du temps, pour investiguer un petit peu tout ce qui sortait. Et faire un peu d'expérimentation avec un attrait particulier pour tout ce qui est outils de développement. D'où une petite analyse que j'ai faite sur les différents types d'outils qui existent. On a d'abord les IDE, mais qui sont évidemment plutôt pour les développeurs. On a des extensions de ces IDE qui apportent une couche à base d'IA, mais ça reste pour les développeurs. Et puis il y a toute une série d'outils qui vont plus nous concerner ce soir, qui couvre ce qu'on appelle maintenant le vibe coding, qui permettent aux non-développeurs de développer plus facilement des choses, en tout cas de pouvoir faire des choses par eux-mêmes grâce à l'IA. Et puis il y a les agents, mais on ne va pas en parler tout de suite. Alors avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont développeurs? Je sais qu'il y en a. Une bonne partie de l'assistance. Après, j'imagine qu'il y a des gens plutôt côté produit. Ah non, pas tant que ça. Et après, je ne sais pas s'il y a des astronautes. Ah, Adrien. Mais bon, rien qu'avec les développeurs, vous n'allez pas être perdu. Mais je vais prendre plutôt une approche grand public volontairement pour vous parler d'abord de Lovable. Donc, faut pas, ça vaut le coup, je pense, de signaler que c'est une innovation européenne, une des rares par rapport à tout ce qui se passe dans l'IA, où c'est quand même plutôt centré aux États-Unis. C'est assez récent parce que c'est créé en 2023 et ça s'appelait GPT Engineer pour ceux qui ont pu voir ça dès 2023. Je précise quand même la plateforme cible, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle vont tourner les applications qui vont être générées par Lovable. Vous verrez après pourquoi je mentionne tout ça. Et c'est une plateforme qui est ciblée par beaucoup d'outils de ce type-là. C'est devenu assez standard. Je vous ai mis un lien sur l'historique parce que c'est intéressant. La promesse, j'en ai parlé, c'est de pouvoir créer des applications web, puisque se spécialise sur le web, sans coder. Et on va voir avec l'exemple que je vais montrer qu'il n'y a pas besoin d'écrire une seule ligne de code pour faire certaines choses en tout cas. Donc on va parler justement des cas pratiques, puisque je suis là pour ça. Je ne vais pas vous faire la démo de la création d'un site, mais je le mentionne parce que j'ai voulu valider cette approche auprès de ma femme, qui est musicienne, et elle a son groupe, mais elle n'a pas de site. Et donc je lui ai dit, tiens, ça peut être l'occasion de voir comment ça se passe. Et ce qui se passe, c'est que tu demandes à Lovable de te créer un site. Donc je vais tout de suite basculer sur l'interface graphique. Donc Lovable, ça ressemble à ça, donc on exprime simplement son idée, évidemment. Vous connaissez tout ça. Je vais faire un petit aparté pour basculer sur Bolt, qui est un autre outil du même genre dont on reparlera un peu plus tard. Mais pour vous montrer une petite chose, si ici j'écris simplement créer un site pour un groupe de musique, alors on peut faire des fautes, il va comprendre aussi d'ailleurs.
Et ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'on peut avoir une approche très... Ouais, pour un groupe de musique. Merci. Ce que je veux montrer, c'est qu'on peut avoir une approche très directive ou assez exploratoire. Et donc on peut commencer comme ça, il va se passer quelque chose. On peut être plus précis en disant bah, j'aimerais que sur ces sites il y ait telle page, avec tel style, etc. Ou encore il y a une autre approche qui est d'utiliser un petit bouton comme ça qui permet d'améliorer le prompt. Donc je vais juste cliquer dessus. Évidemment je ne suis pas connecté sur ce navigateur, donc on ne va pas le voir tout de suite. Je crois que si je fais ça... Ouais, bon je vais le faire. Je vais le refaire vite fait. C'est là où c'est pas pratique avec une seule main. Bon, il y a plein de fautes, c'est pas grave. Il va comprendre. Et donc si on clique ici, il va réfléchir un petit peu et il va nous proposer une autre formulation. Vous voyez qu'elle est bien plus détaillée et qu'elle va couvrir différents aspects. Les pages essentielles à inclure, un peu de design, à quoi on veut que ça ressemble, des fonctionnalités, du contenu marketing, etc. Et l'avantage de ça, en fait, c'est qu'on ne part pas de zéro. On peut soit directement se lancer avec ça, soit adapter. Si je ne veux pas une biographie, j'enlève la ligne ou je reformule. Si je veux un autre style, je reformule. Mais ça donne des guides pour pas partir dans une direction qui serait trop différente de ce qu'on veut obtenir. Voilà, donc je vais juste vous montrer ça. Si je reviens à la présentation, on peut facilement obtenir un résultat comme ça qui est très moche, mais on a une approche progressive où on a tout de suite quelque chose. Et c'est l'avantage par rapport à une page blanche, c'est que là on a quelque chose et après on va surtout demander des ajustements, en disant bah non, la vidéo elle est trop grande, le style me convient pas, j'aimerais avoir... là il y a déjà une page de connexion, mais on est allé jusqu'à créer une page connexion pour pouvoir modifier les concerts à venir. Donc on a une sorte de back-office. Donc voilà, on peut aller plus ou moins loin et surtout de manière progressive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se concentrer sur un cas un peu plus ludique, donc qui s'éloigne un peu de ce qu'on pourrait faire peut-être dans le milieu professionnel, mais qui va servir quand même à illustrer pas mal le propos. C'est un jeu que je voulais faire depuis quelques années, j'avais gardé l'idée dans un coin, et je me suis dit, je l'ai ressorti du placard en me disant, tiens, est-ce que ce type d'outil ne serait pas parfait pour ça? En tout cas, c'est un bon exemple pour tester. Donc le jeu, il est tout simple. C'est une sorte de memory. Je peux d'ailleurs vous le montrer, je dois l'avoir par là. Donc, quand on clique ici, ça va retourner des cartes, et il faut les retourner dans l'ordre. Donc là, j'ai trouvé le 1, j'ai pas trouvé le 2, donc je continue. C'est vraiment le premier niveau, hein, donc pas très intelligent, mais... Voilà. Et quand on a fini, on a des confettis, on peut recommencer, ou on peut continuer à aller vers d'autres niveaux. Bon, c'est pas extraordinaire, je pense pas gagner beaucoup d'argent avec ça. N'empêche que ça montre déjà pas mal de choses. Alors je vous ai mis le lien pareil, hein, j'ai pas créé un site, j'ai juste cliqué sur le bouton déployer, c'est automatique et c'est fonctionnel, je l'ai pas retouché depuis longtemps, on voit que ça fonctionne encore. Donc je vous passe tout ça, on va voir ça plutôt dans le détail. Pour créer ce jeu, je suis passé par 10 étapes. Je ne les ai pas définies à l'avance, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu le cheminement. Donc il y a eu d'abord la création du jeu de base qui consistait à créer un niveau. Je n'avais même pas de la notion de niveau au début, j'ai dit tiens voilà ce que je viens de vous montrer, le principe de cliquer sur des cases et les retourner. Ensuite j'ai introduit la notion de niveau avec une page d'accueil pour passer d'un niveau à l'autre, et ainsi de suite. Et plutôt que de vous lire ça comme ça, je propose de parcourir ça directement dans le logiciel. Donc on va retourner dans Lovable, mais cette fois-ci sur la page du projet, où on retrouve en fait tout l'historique, toute la discussion que j'ai pu avoir avec l'outil pour l'amener au résultat que je viens de vous montrer. On voit qu'il y a un gros bloc ici. J'ai pas écrit tout ça, je suis passé par une génération un petit peu de... J'ai donné les bases et en fait ça a été enrichi et je l'ai personnalisé. Et en tout cas ça a permis d'avoir quelque chose assez rapidement.
Et la suite, en fait, c'est... voilà, il me dit qu'il a créé un jeu, etc. Donc, première chose, c'est que l'outil nous dit ce qu'il fait. Donc, des fois que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut, on peut demander des améliorations. On voit aussi tout de suite à droite le résultat, donc on peut tout de suite interagir avec. Donc, c'est vraiment interactif et immédiat. Donc, les prochaines étapes que j'ai suivies, c'était surtout des améliorations pour le rendu graphique, pour que ça corresponde à ce que j'attendais. Donc je passe tout ça. Il y a pas mal de choses sur ces aspects-là. Pour ensuite arriver... Bon là j'ajoute des confettis, tout simplement. Pas besoin de savoir comment ça fonctionne, hein, juste à demander. Je passe. Je cherche l'étape où j'avais le premier niveau. Hop. Intéressant au passage, il me signale qu'il a détecté une erreur. Donc, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui se passent comme avec un développeur, en fait, un vrai développeur. Il code des choses, mais au bout d'un moment, il produit des anomalies. L'avantage, c'est que, alors je peux la montrer, hein, mais ça va pas être très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il propose de chercher lui-même comment résoudre le problème, et vous cliquez juste sur un bouton, et il le fait. Et dans la plupart des cas, ça fonctionne effectivement tout seul. Je passe. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses pour avoir la première étape. Si je clique ici, donc dans mon historique, à tout moment, je peux faire preview et je peux voir du coup ce qu'il y avait comme applicatif à ce moment-là. Et donc on voit qu'il y a juste le premier niveau et qu'on peut juste recommencer, mais qu'il n'y a pas du tout la page d'accueil. Donc c'est à ce moment-là que je suis allé plus loin, je me dis tiens, ce serait bien de faire d'autres niveaux, et donc j'ai demandé à créer une page d'accueil en décrivant ce que je souhaitais obtenir, une grille en 3 par 3, etc. La possibilité de revenir vers cette page d'accueil, et ainsi de suite. À un moment donné, j'ai dit que j'aurais aimé avoir un bouton recommencer, et pour lui donner une idée de ce que je voulais un petit peu comme style, je lui ai donné une petite image, alors très moche, hein, mais... j'ai montré un petit picto, et il m'a dit, voilà, j'ai ajouté cet emoji-là, et cet emoji-là pour les boutons recommencer et abandonner. Donc on peut donner soit juste des pictos comme ça à intégrer, alors on voit qu'il n'a pas intégré l'image, hein, il a pris quelque chose qui ressemble, soit lui donner une maquette que vous avez produite soit sur papier, soit dans Figma, soit dans autre chose, et l'outil va l'analyser pour générer le code qui correspond. On va revoir cet aspect graphique un peu plus loin. Par la suite, une fois que j'ai eu ce premier niveau, j'ai demandé à créer un deuxième niveau. Comme c'est quand même un peu toujours le même principe, j'ai dit en se basant sur ce qui se passe sur le niveau 1. Ah, intéressant. En se basant sur ce qui se passe sur le niveau 1. Alors je vais revenir là où j'en étais, pardon. Un petit problème de réseau. Voilà. Donc je dis ça doit fonctionner comme le niveau 2, comme le niveau 1, avec telle différence. Donc là on est vraiment dans une approche progressive, et on peut s'appuyer sur ce qui existait avant. À un autre moment, alors je vais essayer de descendre un petit peu. Bon, il y a le niveau 3, etc. Et ce que je cherche, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit ce serait bien d'avoir ça en multilingue. Donc je ne le retrouve pas forcément comme ça, mais c'est pas très grave. On voit que tout est en français ici, mais je lui ai dit ce serait bien de traduire tout et d'ajouter un sélecteur de langue. Encore une fois, je n'ai pas eu à réfléchir à comment ça fonctionnait. Du coup, on bascule comme ça, directement, et il m'a évidemment tout traduit, tous les textes, et ils sont présents dans une ressource. Il n'a pas seulement traduit littéralement dans le code, il a mis ça dans un fichier comme le ferait un développeur pour avoir une base de langue. Et tout est comme ça en fait. On va regarder un petit aperçu du code. C'est du code qui est structuré comme le ferait un développeur. Après, avoir à juger du niveau du développeur en question, mais on va pas avoir un code qui est impossible à reprendre. Là, on a un code propre et structuré. Et plus que ça, en fait, le code est refactoré, comme il n'y a pas de développeurs, le code est remanié automatiquement, sans qu'on le demande,
par l'outil. Donc à un moment donné, il va dire j'ai créé la fonctionnalité, j'en ai profité pour créer un nouveau composant qui mutualise la fonctionnalité. Alors il le dit ou il ne le dit pas d'ailleurs, hein, mais si on est développeur, on peut aller regarder ce qui se passe, puisque à tout moment ici, on a un lien vers GitHub. Si je fais ça, donc il a créé un README, il a généré tout ce code, on a tous les commits, et là en fait c'est l'outil qui génère ces commits, qui explique au moins avec un texte ce qu'il a fait dans ce commit. Et donc là, on peut voir ce qui a changé à chaque étape si on le souhaite. Depuis les dernières versions, il y a aussi Code Viewer. Donc moi, je ne l'ai pas encore regardé, mais on peut aussi voir le code directement dans l'outil sans passer par GitHub. Au passage aussi, vous l'avez peut-être vu, ici, on a un bouton Restore, donc on peut revenir sur une version précédente. Si on se rend compte qu'on allait dans une mauvaise direction, on peut revenir en arrière. Donc là, il m'a mis automatiquement la traduction. La seule chose que j'ai demandé à faire ensuite, c'est de faire en sorte que ça sélectionne par défaut la langue que l'utilisateur a indiquée préférée dans son navigateur. Mais c'est encore une fois juste une demande que j'ai eu à formuler en texte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai formulé pas mal de choses en anglais, parce que ça me venait comme ça, parce que l'interface était en anglais. Mais en fait, on peut écrire en français, on peut écrire en français et en anglais, on peut écrire dans d'autres langues. Les LLM comprennent toutes les langues de la même manière. Ensuite, une fois que j'avais pas mal de niveaux, je me suis dit que ça serait bien peut-être de faire des spécifications. J'ai pas fait l'effort d'en faire au début, mais je pourrais en avoir besoin par la suite. Donc ça, je sais pas si je vais le retrouver ici, ce serait pas mal. Donc là, j'ai le niveau 5. Voilà, le multilingue, c'est là, on y arrive. Hop. Bon, je vous laisserai regarder les niveaux. Hein. J'ai fait des choses en chiffres romains et ainsi de suite. Je me suis un petit peu amusé. J'ai demandé aussi qu'on accède au niveau 1 à 3 par défaut, librement, mais qu'on accède au niveau suivant que si on a réussi les précédents. Donc, encore une fois, c'est des petites choses qu'on ajoute au fur et à mesure, sans souci. Et donc, ouais, là c'est le... Voilà, ici, j'ai demandé à produire un document Markdown avec les spécifications et le mettre dans un fichier qui s'appelle specs.md. Et donc ça, je peux vous le montrer... alors, si je fais ça, en fait, il me montre ici en Markdown. Si je vais dans le code, on va le trouver normalement là où j'ai demandé dans specs.md. Et donc il m'a généré tout ça, sans que je donne plus d'informations que la discussion qu'on avait eue. Et ça fait partie des choses qui sont assez bluffantes quand même, c'est qu'on a un petit aperçu, on a la mécanique du jeu, on a la description rapide de chaque niveau, et puis le détail de chaque niveau. Voilà. J'ai juste dit ce que vous avez vu, hein, génère-moi des spécifications. Je reviens ici. Ensuite, j'ai enchaîné sur un 8e niveau, toujours sur la même recette. On part. Ah, j'ai perdu le micro. Je sais pas si... Tu peux continuer. Ouais, je vais continuer si vous m'entendez. J'ai demandé à créer un niveau supplémentaire. Allô, ouais. Donc j'ai demandé à créer un niveau supplémentaire toujours sur la même recette. Et là, surprise, en fait, il a aussi maintenu les spécifications, sans que je lui demande. Donc si je reviens ici, c'est ce que j'ai ici, on voit la différence. Il a dit le jeu a non plus 7 niveaux, mais 8 niveaux, et il a décrit le niveau 8 tout seul. Je n'ai jamais demandé de maintenir les spécifications, ni ponctuellement, ni nulle part, quoi. Et en fait, il a fait comme devrait faire un bon développeur, en principe. Alors, à supposer qu'on ne fasse pas les spécifications avant coup, hein, mais là, ce que vous allez voir, c'est que l'outil se comporte comme un développeur la plupart du temps.
Donc si vous avez commencé à créer des tests automatisés aussi, il devrait maintenir les tests, sans forcément que vous ayez à lui demander à chaque étape de faire ça, quoi. Donc on n'est pas forcément sur un développeur junior, on est sur un développeur déjà un peu expérimenté. Qu'est-ce que j'ai demandé ensuite? Oui, j'ai demandé sur LinkedIn, j'ai publié un petit peu ce que j'avais fait, j'ai demandé des idées supplémentaires. Quelqu'un m'a dit ce serait bien de faire des animations quand on fait une série où on trouve les numéros dans l'ordre, j'en trouve 3 ou 4 de suite corrects, qui est une petite célébration. Et en fait, il a fait ça très bien. Bon, je ne vais pas vous le montrer, sinon ça va être un peu long. Et par la suite, comme on ne me proposait plus d'autres idées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé directement à l'IA de me suggérer des choses. Alors, je suis de plus en plus paresseux. Non seulement je ne code pas, mais en plus j'ai plus envie de réfléchir. Donc normalement on devrait le trouver pas trop loin après le niveau 8. Beaucoup d'ajustements visuels ici. Et voilà, ici j'ai dit j'aimerais ajouter des nouveaux niveaux, mais avant de les implémenter, propose-moi 2 à 5 idées pour des niveaux supplémentaires, ce qu'il a fait ici. Il y en a qui me plaisaient bien, je lui ai dit ajoute les suggestions 2, 3 et 4 après le niveau 8. Et vous voyez qu'on arrive vers le bas ici. J'ai pas eu, bon, il y a une petite erreur qu'il a corrigée aussi, mais j'ai pas eu à faire grand chose de plus pour avoir des niveaux supplémentaires. On va pas rentrer dans tous ces détails. Je reviens sur ma présentation. Donc on a fait ces 10 étapes et on arrive sur un petit jeu, mais surtout, encore une fois, c'était plutôt le cheminement que je trouvais intéressant. Alors, on va vérifier ensemble si on a vu tout ça, mais dites-moi s'il manque quelque chose. Ah, le déploiement, je ne vous ai pas montré le déploiement, mais c'est ici, on a un bouton Publish, et automatiquement, il va publier sur une URL par défaut. Il y a évidemment la possibilité d'avoir un domaine personnalisé. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est très simple pour quelqu'un qui n'est pas un technicien. Si je ne l'ai pas montré, mais j'ai aussi la gestion des thèmes clairs et sombres. Bon, tout ça, c'est des petites choses qui sont un peu pénibles, qui n'apportent pas beaucoup de valeur, ou c'est pas très intéressant pour un développeur de passer du temps là-dessus. Tout ce qui est traduction, les thèmes clairs et sombres, le login, etc. Donc tout ça, on peut lui demander. Ce que je ne vous ai pas montré, si je me rappelle, hop, je reviens ici, c'est qu'on ne le voit pas, on l'a pas vu forcément. Est-ce que c'est à la fin? Voilà, on l'a pas vu forcément, mais au début, quand on retournait les cartes, elles apparaissaient comme ça. Il avait mal compris, mal interprété ce que je souhaitais faire. Donc il avait fait un petit effet miroir, et j'ai eu beaucoup de mal à le formuler. En fait, j'ai essayé plein de choses. Au bout d'un moment, je lui dis c'est assez pénible. Je vais prendre une photo d'écran et je vais lui montrer. Il me dit c'est pas ça que je veux. Et tout de suite, ça a été résolu en fait. Donc je reviens sur l'analyse d'image. Là, c'est pas une maquette. Je lui montre un problème et il le comprend et il le corrige lui-même. Qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Si le code, on n'a pas trop regardé la structure du code, donc si je reviens ici, on va voir qu'il y a un dossier SRC, qu'il y a un dossier pour tout ce qui est la traduction, il y a un dossier libre avec des fonctions utilitaires, il y a les différentes pages, là encore d'autres utilitaires, donc je ne sais pas trop la différence, je n'ai pas vraiment regardé, ça on l'a vu. Il y a surtout des composants qui ont été, comme je disais, créés automatiquement au fil du temps. Donc il y a les composants par défaut parce que ça s'appuie sur ChatCDN, je crois, un truc comme ça, ChatCN. Et puis il y a les composants que lui a créés. Si on regarde rapidement dedans, c'est du React avec un code normalement qui est plutôt propre. Et donc, qui normalement devrait être assez facile à reprendre pour un développeur humain, si jamais on souhaite encore travailler avec des humains. Voilà. On a fait le tour. Il y a d'autres fonctionnalités que je ne vous ai pas montrées. Il y a une intégration possible avec Supabase, donc on peut avoir des bases de données relationnelles de type Postgre. Ça devient un peu plus dur
pour tout un chacun, parce qu'il faut quand même savoir ce que c'est qu'une base relationnelle, il faut aller créer un compte Supabase à l'extérieur, créer sa base, etc. Mais on peut par contre demander à générer automatiquement la structure de base de données qui va bien. Il va créer les requêtes SQL de création, de modification du schéma, etc. Et donc l'approche que j'ai utilisée sur un autre projet, que je ne vais pas vous montrer, c'est l'approche que moi j'ai en fait en tant que développeur souvent quand je commence un projet, c'est que je mets mes données dans un fichier en dur, je les mets dans un stockage en JSON ou autre, et puis au bout d'un moment je les mets dans une base de données pour passer à l'étape suivante. Et là en fait c'est ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il stocke les données par défaut dans des fichiers locaux, et on peut lui dire maintenant donne-moi le SQL pour créer les tables qui vont bien. Et donc on peut passer cette étape quand même sans trop de difficultés. Si on souhaite intégrer du paiement, c'est aussi possible. Il y a une intégration avec Stripe. Le domaine personnalisé, j'en ai parlé. Puis il peut y avoir un import depuis Figma, pas uniquement via une image, mais depuis un fichier Figma. Mais je n'ai pas tenté ça. Et il y a évidemment plein d'autres fonctionnalités. Un mot sur Bolt, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est un des gros concurrents de Lovable. Les avantages, à part l'amélioration de prompt que je vous ai montré, c'est le fait qu'on puisse choisir les technologies cibles. Là, on peut dire React, mais on peut dire autre chose comme Svelte, Vue. On peut aussi faire du mobile, ce qui est quand même pas mal. Ça a été créé plus tard, en mi-2024, mais par une société qui existe depuis 2017. Et ça s'appuie sur une technologie qu'ils avaient développée, qui sont les Web Containers. Et l'avantage, c'est que ça permet de faire tourner tout ça dans un navigateur sans que ça soit déployé. Alors que les solutions comme Bolt, à chaque fois que vous modifiez quelque chose, c'est redéployé chez Netlify ou similaire. Par contre, il y a d'autres inconvénients, comme par exemple pas d'intégration avec Git. Donc, je vous ai mis aussi un historique de ce projet et le lien. Après, le plus intéressant, c'est peut-être aussi de savoir quoi penser de tout ça, à quoi ça peut servir. Déjà, évidemment, ça sert à faire du prototypage sans avoir de développeur. Jusque-là, c'était quand même assez compliqué. On pouvait passer par du no-code, mais c'est pas toujours évident parce qu'il faut quand même manipuler pas mal d'objets graphiques. Je le remets un peu plus tard, mais souvent avec les outils no-code, on n'a pas accès au code, alors que là, ça produit du vrai code dont on est propriétaire pleinement et qu'un développeur peut reprendre. Si vous travailler sur Bubble par exemple, bon courage pour essayer de récupérer quelque chose et au bout d'un moment de migrer sur du vrai code. Donc là on peut s'exprimer en langage naturel, ce que normalement tout le monde sait faire. Donc c'est très bien pour créer des sites vitrines ou des applications simples, ou alors initier quelque chose, on initie un projet et ensuite on se fait aider par des développeurs. En tout cas ça peut mener vers un mode projet plus exploratoire que classique, où on commence souvent par un cahier des charges. On doit trouver un développeur ou une agence qui va s'occuper de notre projet. Tout ça, ça demande du temps, évidemment. Et puis, surtout des coûts qui sont incomparables avec tout ce qu'on peut faire soi-même pour commencer. Mais ça peut aussi amener à une approche collaborative, puisque là, vous avez vu que le code, il est quand même dans Git. Un développeur peut toucher le code et il va être automatiquement repris puisque le dépôt est commun. Donc ça veut dire que je peux commencer en tant que non-développeur, ça met mon code dans Git, un développeur me rejoint, repart dessus, fait des modifications, ce qui m'empêche pas moi de continuer avec Lovable pour demander d'autres choses. Donc c'est quand même très différent de ce qui se passe avec une société de service ou une agence. Donc, où se situe l'humain là-dedans, c'est quand même le gros avantage, c'est la démocratisation du développement, puisque tout le monde peut commencer à faire des choses sans attendre un développeur. Par contre, tout ne peut pas être fait sans développeur. Donc, Adrien, tu ramènes souvent le sujet de la sécurité sur la table. On peut parler de la qualité aussi. Aujourd'hui, en l'état, ces sujets-là ne sont pas forcément couverts ou c'est facilement cassé en fait. C'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure, ces outils-là, comme les IA en général, ont tendance à casser des choses, à faire des choses de leur propre initiative sans qu'on leur demande. Donc on peut très bien perdre en qualité, créer une faille de sécurité. Souvent, on va trouver des identifiants stockés en dur dans le code.
Ça demande pas mal de regard humain là-dessus. La place de l'humain aussi, c'est une nécessaire adaptation des développeurs, parce que c'est pour ça que j'en parle ce soir, c'est que il y aura les développeurs qui ne s'intéressent pas trop à ça, et puis ceux qui maîtriseront ces outils et qui auront compris que l'approche évolue pas mal, quoi. Donc on peut imaginer un intégrateur, quelqu'un qui fait des sites vitrines, si il n'a pas conscience qu'on peut faire tout ça sans lui, ça va lui tomber dessus du jour au lendemain, il va être un peu mal. Les avantages, je passe assez vite, vous aurez compris que c'est assez simple et rapide à mettre en œuvre, qu'on peut faire pas mal de choses en autonomie, qu'on a un feedback immédiat sur ce qu'on demande, on a un retour, et le coût est relativement faible comparé à des développeurs. Pour l'ensemble de ces choses-là, quoi, on gagne sur pas mal de choses. Pas besoin de savoir coder, c'est évident, et on a la propriété du code. Les limites, par contre, tout n'est pas compris ou ne marche pas du premier coup. Il faut parfois passer du temps à réexprimer ce qu'on souhaite pour corriger les choses. Il y a des bugs, il y a des régressions. Comme j'ai dit, l'outil prend souvent des libertés. On peut avoir un peu de complexité. Quand on a de la complexité, c'est pas évident, mais c'est pareil avec les développeurs en fait. Tous les points, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il n'y a pas non plus, ou qu'est-ce qu'il y a comme autre limite? En tout cas, avec Lovable, on ne peut pas repartir d'un code existant. Vous avez vu, on part d'un prompt et on part d'un projet vierge. Il est difficile de développer une partie d'un projet, puisque voilà, on repart de zéro. Et je l'ai mentionné, il faut faire beaucoup d'efforts des fois pour restreindre les actions de l'IA. Lui dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je lui dis donne-moi des idées pour faire des niveaux supplémentaires. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait si je lui ai dit donne-moi des idées simplement. Là, je lui ai dit donne-moi des idées et attends avant de les implémenter. Mais c'est plus un exemple de ce qu'il faut faire. Il faut vraiment cadrer, mais ça, pour ceux qui ont l'habitude de faire des prompts, vous ne serez pas forcément surpris. Et ça va vous demander des efforts à vous, mais ça demande aussi beaucoup d'efforts aux développeurs de Lovable, de Bolt et d'autres. Quand on regarde ce qui s'appelle le prompt system, on voit qu'il y a des choses en majuscules, en répétées plusieurs fois. Attention, surtout ne fais pas plus que ce qu'on te demande. Enfin, c'est énormément de temps qui est passé pour cadrer l'IA. Et les limites, c'est qu'il est facile d'arriver des fois dans des cul-de-sac, c'est-à-dire on n'arrive pas à se dépêtrer de ce que l'IA a fait ou de quelque chose qu'on lui a demandé, hein, mais si on veut revenir en arrière, c'est pas forcément évident. Là il y a beaucoup de choses, on va essayer d'aller assez vite, mais les bonnes pratiques c'est les mêmes que pour les prompts classiques. Je l'ai mentionné au tout début, il faut trouver le bon équilibre entre être directif et se laisser surprendre, parce que l'IA peut vous générer des choses, c'est le principe de l'IA générative, il ne faut pas trop la brider, pour en bénéficier pleinement. On peut donner des exemples de ce qu'on souhaite obtenir plutôt qu'à chaque fois essayer de fonctionner sous forme de spec, en disant fais ceci, fais cela. On peut lui dire j'attends tel type de résultat en lui donnant des exemples. Je l'avais fait là, je ne l'ai pas montré dans le jeu, mais ça marche souvent mieux. Donner des images, je l'ai montré. Des notions d'HTML ou de technique en général, ça peut aider quand même. Pour dire là, je lui ai dit à un moment donné, utilise un span. Parce qu'il avait besoin de mettre un style sur un élément, si c'est juste un texte, il n'y arrivait pas, il n'aurait pas réussi. Donc ça peut toujours aider. Par contre, il ne faut pas croire qu'on peut tout faire sans développeur. C'est surtout adapté aujourd'hui pour des prototypes ou des MVP, mais c'est quand même assez énorme, tout ce qu'on peut gagner déjà. Demain, on peut s'attendre à ce qu'il soit possible de repartir d'un projet existant, et ça sera quand même encore une grosse étape. C'est dans le top des fonctionnalités demandées pour Lovable. On peut s'attendre peut-être aussi à avoir des agences qui vont faciliter ce type de développement, comme je disais, plutôt collaboratif, où les gens arrivent déjà avec une base de code ou avec des prototypes, plutôt que de partir d'un cahier des charges et de zéro. Demain, avec les agents, on pourra imaginer encore d'autres choses. Là, c'est comme si on parlait à un développeur, mais on pourrait avoir un product manager, on pourrait avoir un développeur, un graphiste, les faire interagir, etc. Donc on ne sait pas trop encore ce qui va arriver, tellement ça va vite. Je vous ai mis les liens vers le jeu déployé, Lovable, les spécifications qu'on a vues, et puis le projet qui est accessible puisqu'il est en mode public. Évidemment, vous pouvez prendre vos projets privés aussi. En complément, pour terminer, j'avais listé au fur et à mesure de mes expérimentations
ce que moi j'aimerais trouver dans un outil de ce type-là. Et au fur et à mesure, il y a pas mal de choses qui sont cochées par Lovable et d'autres outils. Donc je vous ai mis le lien, si ça vous intéresse. Et puis voilà, maintenant si vous avez des questions, je suis dispo.